Taxi FM. Taxi FM. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin, comme toujours d'ailleurs, sur la radio Taxi FM Lomé Taxi Presse. Aujourd'hui, mercredi, c'est avec Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express, Olivier Adja, le patron du journal Afripresse, le site, je veux dire, Afripresse, et Kenano Issifou, l'estrade, sans oublier Tchakala Alero, le patron de l'hebdomadaire Courrier de la République. C'est avec eux que nous analyserons et commenterons les grands sujets de l'actualité aujourd'hui. D'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Togo Matin qui revient sur cette sortie du professeur Magloire Kouakouvi, sortie de crise au Togo. Magloire Kouakouvi tire leçon du passé et fait des propositions. Vous lirez l'article à la page 3. Afrique du Sud, 10e sommet des BRICS. Faure Gnassingbé prend une part active, note notre confrère. Le journal qui revient sur l'actualité politique au Togo avec la C14 qui veut demeurer une partie du problème ou être un élément de solution. En fait, c'est une interrogation du confrère. La C14, demeurer une partie du problème ou être un élément de solution. Vous lirez l'éditorial de notre confrère Togo Matin à la page 3. Un autre sujet lié donc au traitement des informations économiques et financières des journalistes de la sous-région ouest-africaine formés par le FMI. Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin. L'autre quotidien, c'est Liberté. Liberté évoquant la crise politique au Togo, écrit que les enjeux d'une issue favorable à l'alternance pour la CEDEAO, eh bien, c'est ce que vous lirez, donc ces enjeux que vous lirez dans le journal à la page 3, je veux dire. Les dictateurs d'Afrique centrale au secours de Faure Gnassingbé, c'est le titre de notre article à lire à la page de cette fois. Et puis, l'adresse à la jeunesse et aux forces vives de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO, adresse de Nathaniel Olympio, du parti des Togolais. Je vous appelle à œuvrer auprès de vos plus hautes autorités afin que leur décision du 31 juillet 2018 pose les jalons d'une CEDEAO des peuples. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, bilan 10 ans après le licenciement des agents de la SNPT, une centaine de décès, déscolarisation des enfants et de nombreux cas de maladies graves. Vous lirez l'article dans le journal Liberté. Forum de la semaine quotidien parle aussi de CEDEAO des peuples, Faure Gnassingbé, un engagement au service de la paix en Afrique de l'Ouest, écrit notre confrère. Le journal qui revient également sur le forum de haut niveau sur les ODD, le PM Classou fait le point. Et puis sommet CEDEAO, CAC, Robert Doucet qui déclare « Nous sommes totalement prêts et sur tous les plans ». L'interview de Robert Doucet, le patron de la diplomatie togolaise, à lire donc dans le journal Forum de la semaine à la page 3. Actu Express, vers une sortie pacifique de la crise socio-politique, le Front citoyen Togo Debout interpelle la CEDEAO sur sa responsabilité historique vis-à-vis du peuple togolais. Vous lirez l'article à la page 3. Scandale à l'université de Lomé, la lettre de Mipam Namtougli qui donne du tournis à Doji Kokoroko et Kosivi Unake. L'article est à lire à la page 2. Puis devoir de mémoire. Et c'est lié donc à Tavio Amorin. 23 juillet 1992, 23 juillet 2018, 26 ans déjà que Tavio Amorin fut assassiné. J'aimerais être l'un des fous, a-t-il déclaré auparavant. Biographie de l'illustre disparu.
C'est sur cela que Isidore Akola revient ce matin dans son journal Actu Express. Et puis, la tournée de sensibilisation réussie pour la C14. Le professeur Magloire Kwakouvi qui propose un comité international de suivi des élections en lieu et place des observateurs. Vous lirez tout cela dans le journal Actu Express. Il y a le libéral aussi, 10e sommet de BRIC et l'Afrique. Faure Gnassingbé annoncé en Afrique du Sud ce mercredi, écrit le journal. Et puis, comité ministériel de l'ASECNA, le Togo prend la tête à partir du 27 juillet prochain, écrit le journal. Et puis, dans l'éditorial du journal, le libéral, ce que la CEDEAO ne fera pas, c'est sur cela que le confrère revient ce matin dans son éditorial. Et puis, un fait divers, hein, à Legbasito, surpris en flagrant délit de vol d'un sac de charbon, un homme abandonne sa moto et prend la fuite. Ben, écoutez, vous lirez l'article à la page ici du journal. Le libéral. La manchette cette fois, boisson, bébé et santé publique, scandale, brasserie de Lomé, des bouteilles de la mort, écrit le journal. Une bière à Rouillot contenant un scorpion en décomposition. Réquisition de la gendarmerie de Kara, la victime examinée, le certificat médical du docteur Beweli Bertin, que vous pouvez lire dans le journal La Manchette ce matin. Un dossier sur 2 pages, page 4 et page 5. Meeting de la C14, ferveur nationale, l'ultime preuve du rejet de Faure Gnassingbé s'entend pour aider la CEDEAO. Et puis, e-press conférence, docteur Auberton, c'est clé pour une sortie de crise au Togo. Vous lirez l'article dans le journal La Manchette. Et il y a aussi Tingo Tingo qui parle du tournoi de la jeunesse pour la réconciliation et la paix à Mango. Youssouf Ouattara rassemble la population de Mango autour du ballon rond. Et puis, sortie de crise au Togo encore, bizarre appel de la Convention patriotique panafricaine au peuple togolais. Vous lirez l'article dans le journal Tingo Tingo. Il y a le Messager qui évoque le président de la République, Faure Gnassingbé, lui, qui est à la tête de la CEDEAO depuis un temps. Quel bilan après un an d'exercice, beaucoup plus? Vous lirez l'article dans le journal. Et puis du matériel d'assainissement au CVD de Barkwasi et un chèque de 2 millions de francs CFA pour financer la culture de l'excellence. Une initiative de la NJSPF de Noël Depokon. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis crise politique au Togo. L'après-juillet de Gilbert Bahara qui agite la C14. C'est à lire dans le Messager. Le Mania Libéré parle de faute de compromis entre les deux protagonistes de la crise togolaise. La date fatidique du 31 juillet 2018, très attendue par le peuple togolais. Et puis CEDEAO, fin de mandat plein d'enseignements. Faure Gnassingbé, un engagement au service de la paix en Afrique de l'Ouest. C'est ce que vous lirez dans le journal le confrère qui revient également sur l'affaire Kames. La présidence de l'université de Lomé dénonce une campagne diffamatoire. C'est dans le Mania Libéré. Et le dernier journal, non pas tout à fait, l'avant-dernier journal avec nous ce matin, c'est Vision d'Afrique. 31 juillet prochain, avalanche d'hypothèses à la veille du sommet de la CEDEAO. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, grande mobilisation de l'opposition dans Mango, Bafilo et Sokodé. La C13 supplante Tikbi, c'est une interrogation du confrère qui évoque le meeting du 28 juillet vers un autre motif de crispation politique. Et c'est une interrogation du confrère qui revient également sur la démarche citoyenne pour un Togo stable et paisible. Nouvelle Vision propose une démarche en 4 points. C'est ce que vous lirez dans le journal. Et puis, un autre sujet lié donc à la crise diplomatique au Togo-Ghana. 3 artistes togolais abattus par les gardes frontières ghanéens. C'est ce que le confrère a écrit. Vous lirez l'article dans le journal Vision d'Afrique. Et puis le journal Le Dialogue qui est dans les kiosques ce matin. En attendant la feuille de route de la CEDEAO le 31 juillet prochain, l'opposition muscle les positions, le pouvoir reste serein.
C'est ce que vous lirez à la page 3 du journal. Et puis meeting politique et action humanitaire dans la préfecture de Loti. La NJSPF au chevet des populations de la localité réitère son soutien à la politique de Fort Gnassingbé. L'article de Covid dans le journal. Et puis sur situé l'opinion nationale et internationale, le ministre Bawara parle du prochain sommet de la CEDEAO et de la sortie de crise au Togo. L'article de Covid dans le journal. Le dialogue. Alors, dans les kiosques ce mercredi, pas mal de journaux quand même. Outre le dialogue, vous avez le journal Le Mania Libéré. Il y a le Messager également. Il y a Tingo Tingo qui est dans les kiosques ce matin. La Manchette. Il y a Vision d'Afrique, justement. Il y a aussi le Libéral. Actu Express, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Liberté et le quotidien Togo Matin. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour, mon grand citoyen d'État, Tchakala Alirou. Oui, bonjour Saint-Ric, bonjour à toutes les grandes citoyennes d'État et à tous les grands citoyens d'État. Vous allez bien, j'imagine? Oui, ça va. Très bien, c'est ça l'important. Bonjour, Kedanou Issifou. Bonjour Eric, bonjour à toutes et tous ceux qui nous écoutent ce matin. Merci d'être avec nous ce matin, ça fait un bon bout de temps. Je suis revenu. Ouais, merci d'être là. Bonjour à mon grand citoyen d'État, Olivier Adja. Oui, bonjour, ça été le grand citoyen d'État, Eric Gator. Et puis bonjour aussi à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Ça fait un moment que je n'étais pas à ce micro, mais c'est compte tenu des occupations que nous n'avons pas eu le temps de se dégager. Bien sûr. Merci quand même d'être avec nous ce matin. Je voudrais, pour démarrer, revenir sur ce fait qui s'est produit et qui continue quand même de créer la tension sur la scène politique française. C'est l'affaire, bien entendu, Alexandre Benalla, ce jeune de 26 ans qui était chef sécurité d'Emmanuel Macron, qui était candidat à la présidence de la République française, qui, après la victoire de son champion, se trouvait être l'un de ses conseillers, parce qu'il faut trouver un poste à lui à l'Élysée. Alors, il s'est distingué maladroitement le 1er mai dernier. Les faits n'ont été révélés que ces derniers jours par nos confrères du journal Le Monde. Et c'est un séisme politique en France et on n'est pas prêt de mettre fin à cette affaire qui risque de devenir, si elle ne l'est pas encore, une affaire nationale. Beaucoup de commentaires à travers l'Afrique également. On a posé le débat lundi dernier ici. Et dans l'opinion togolaise, beaucoup font le lien, enfin la comparaison, le rapport avec ce qui s'est passé à Lomé au moment où on a vu dans plusieurs de nos quartiers à Lomé, au temps fort de la crise politique, des gens qu'on a dit qui sont des miliciens, certains qui sont cagoulés, certains à visage découvert, qui opéraient aux côtés des forces de sécurité, médusés visiblement, ou sans force, sans voix, mais qui disaient rien. Est-ce que ce fait en France vous interpelle vous aussi, Yakala Aliro? Oui, ça m'interpelle parce que à travers ce feuilleton d'Alexandre Benalla, nous avons pu comprendre que ce qui semble anodin chez nous, sous les tropiques, ne l'est pas forcément ailleurs, où la dignité humaine et le respect de la personne humaine est sacré ailleurs. Vous savez, c'est un cas anodin et quand c'est quelqu'un qui est incrusté dans l'appareil de décision au niveau de l'Élysée, qui vient quand même à le connaître, vous comprendrez que ça ne peut que susciter grand témoin. Et c'est pas n'importe qui, c'est le chef de sécurité du président Macron. Et la façon dont il s'est comporté vis-à-vis d'un de ses compatriotes est quand même triste. Dans les pays dits civilisés, on ne peut pas voir ça et se taire là-dessus. C'est un séisme politique et toutes les institutions se sont emparées de cette affaire Benalla et les gens ont voulu quand même que la lumière se fasse. Et ce qui est aussi bon, c'est le comportement aussi des élus du peuple. Là-bas, on ne reste pas silencieux face à certaines dérives. On ne laisse pas bouche bée quand on assiste à certaines choses qui ne devraient pas l'être. Déjà, des gens ont été interpellés au niveau de l'hémicycle. Ces gens ont eu à s'expliquer.
et les responsables. Notamment le ministre de la Sécurité. Le ministre de la Sécurité. Le patron de la Sécurité également. Le patron de la Enfin, Sécurité, le le préfet de police, police. et le directeur même, le chef de cabinet. Donc, tous ces juristes. Et le secrétaire qui sera entendu aujourd'hui. Oui, même le Premier ministre, Édouard Philippe aussi, s'est exprimé sur ce cas. Et hier, c'est au tour du président Macron de s'expliquer et d'assumer l'entière responsabilité de ce que quelqu'un qui est censé être proche de lui a posé comme acte. Vous voyez, c'est grand, c'est considérable. Quand ailleurs on se tait, sous les grandes démocraties, on ne se tait pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tout puissant. Et tenez-vous bien, ce n'est pas un monsieur qui est du corps de la police. Non. Il peut arriver là-bas portant le casque parce que quelqu'un peut jeter un projectile qui peut l'atteindre à la tête. Là, on n'en disconvient pas. Mais où a-t-il trouvé le brassard de la police, ne faisant pas partie du corps de la police? Qui lui a donné ça? Et pourquoi doit-il exercer cette violence unie sur Alors pourquoi est-ce que manifestant? très rapidement au Togo on fait le lien avec ce qui s'est passé avec les miliciens, enfin ceux qu'on avait qualifiés à l'époque de miliciens? C'est vrai qu'au lendemain de cette affaire, sinon oui, le lendemain, on a écouté le premier des flics togolais, je veux parler du général Yak Daman, qui a parlé des groupes d'autodéfense des quartiers. Quelques jours après, le président du groupe parlementaire UNIR a réitéré la même chose. Quelques mois après, le chef de l'État lui-même, dans une interview à Jeune Afrique, est revenu sur le sujet. Ah, où sommes-nous? Où sommes-nous? On doit s'interroger. On doit s'interroger. Est-ce que les forces de sécurité ont-elles abdiqué? Est-ce qu'elles sont quand même dépassées au point de recourir à ces gens-là qu'on appelle tristement des groupes d'autodéfense? Non, ça ne se fait pas là. On n'a pas donné notre sécurité. Le peuple togolais, les populations togolaises n'ont pas donné leur sécurité à être gérée par des gens, des miliciens. Et quand on vient quand même à les habiller de groupes d'autodéfense là, ça veut dire que c'est le boulevard grandement ouvert à toutes les incertitudes. N'importe qui peut arborer maintenant cette étiquette et faire ce que les gens là ont eu à faire. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Non, si. Parce que les gens là avaient des véhicules roulants, sans plaque d'ailleurs. Oui. Et c'est dans une période aussi critique que nous avons vécu que ces gens-là déambulaient dans presque toutes les rues, au vu et au su des corps habillés. Mais à aucun moment on a eu à interpeller ces gens-là. On a vu des gens tenir des armes. On a vu des gens tenir des matraques, oui. Des bâtons. Des bâtons, des massues cloutées, tout ça là. Mais ça n'a pas suscité l'émoi. Vous pensez que ça se fera ailleurs que les gens se tairaient? Oui, c'est ce on qu'on est en train de voir. doit demander la en France responsabilité. Très bien. Merci beaucoup à Jakala Aliro. Je vous rends la parole sur le sujet. Oui, Kenan Ouissifou. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que ces Togolais ont envie de faire ou ont envie de rapprocher ce qui se passe en France à ce qui se passe chez nous au Togo? Oui, puisque aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire, ce qui concerne le français peut concerner le togolais, sauf que les réalités ne sont pas les mêmes. La question telle qu'orientée, je vais aller effectivement sur les comparaisons en disant, premier élément, déjà le fait qu'il s'est produit en France, d'accord, prouve que ça n'arrive pas qu'au Togo et que ça n'arrive pas que dans certains pays africains. Deuxième élément, quand il s'agit de la dignité humaine, et la question a été posée tout à l'heure, est-ce que c'est différent quand on est en France ou on est au Togo? Voilà les problématiques que moi je souligne. Donc quand il s'agit de la dignité humaine, qu'on soit en France ou au Togo, la réaction doit être la même. Oui, ça veut dire que la dignité humaine est universelle. Elle est universelle. Donc il y a certaines, c'est-à-dire que valeurs que nous partageons avec le monde entier, où quand des faits se produisent, on doit avoir la même réaction. Si nous sommes d'accord pour dire que c'est partagé par tous et que c'est universel. Troisième élément, la violence appelle la violence. Quatrième élément, ce type qui va bénéficier de ce boulevard dont on parlait tout à l'heure, jusqu'à aller saisir un manifestant, alors que la police est restée impassible, ça souligne des interrogations. Cela voudrait dire qu'effectivement, au niveau de l'appareil d'État, il y a souvent quelques petites failles qui se glissent. Maintenant, ça, ce sont les faits. Qu'est-ce que nous en faisons? Quelle gestion nous en faisons? Est-ce que quand les faits se produisent de cette façon-là, il faut se taire ou il faut réagir? Et au Togo, sauf que... Est-ce qu'on pourra parler je dirais, des failles dans l'appareil sécuritaire au Togo par rapport à ce qui s'est passé chez nous? Vous savez, dans l'intervention de mon confrère ces gens-là, oui, ces gens-là, c'est pas un jour ils sont sortis. Maintenant là, c'est juste le 1er mai.
Non, mais ils sont sortis la 2 jours, 3 jours. La réaction de celui qui s'occupe de la sécurité au Togo, il l'a décrite tout à l'heure. C'est pour ça que je dis quand les faits se produisent, la réaction qui vient derrière en dit long sur, c'est-à-dire que les difficultés, les contraintes, les réalités qui sont les nôtres. Maintenant, ce sont des faits, je dis encore que ce sont des faits. Est-ce que parce que les faits sont tels que nous allons laisser faire? Je dis la violence appelle la violence. Mais avant cela, c'est qu'il y a eu d'autres faits. Prenez notre histoire de 90. Dans des quartiers, des familles ont été prises à partie. Tout est parti de là, rappelez-vous. Même déjà les indépendances, on s'en est pris à des familles, à des groupes ethniques. C'est ce que je suis en train de dire. Donc c'est un problème global où en réalité, il faut que l'autorité puisse être l'arbitre de tout le monde, l'autorité puisse garantir la sécurité de tout le monde et faire en sorte que la violence, quel que soit le camp d'où ça vient, puisse être proscrite, mais en même temps, puisse être prévenue. À l'époque, l'autorité avait quand même déclaré son impuissance à pouvoir gérer, puisqu'elle a dit que ce sont des jeunes des quartiers qui se sont organisés pour pouvoir défendre leur quartier. Ça voudrait dire aussi mais justement que ça quelque pose un part, problème. Voilà, il y a un problème. C'est ce que je dis, il y a un problème. C'est pour ça que tout à l'heure, je reviendrai sur la situation d'interdiction telle que opposée à tous ceux qui veulent manifester depuis lundi dernier jusqu'au 1er août prochain. On va y revenir. Olivier, quelle est votre réaction sur ce sujet? On est en train de réveiller les vieux démons là. Ça s'est passé en octobre, on a presque oublié. Il a fallu une situation en France que tout le monde revienne sur ce sujet. Non, mais je crois que c'est normal parce que les faits se ressemblent, d'accord? Et il faut dire que moi je suis pour que force soit restée à la loi. Et lorsque nous avons des lois, il faut que nous les respections. Puisque c'est la société qui a confié à la police et aux dirigeants une mission, c'est de nous protéger en tant que citoyens et de garantir voilà donc la justice sociale, ou bien du moins la justice, la protection de tous. Et donc lorsqu'on voit des individus qui ne sont pas investis de cette autorité et s'accaparer donc de ce travail, on remet en cause même la mission que nous en tant que citoyens nous avons confiée à l'État et à ses représentants qui sont la police et les autres. C'est ça qui crée le moins en France. Oui. Et ça doit normalement créer le moins aussi dans notre pays parce que on dit, voilà, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde et le français donc n'est pas constitué autrement que le Togolais. Nous avons les mêmes, en tout cas, constitution biologique, nous avons les mêmes réflexes, nous avons les mêmes besoins et les mêmes approches des problèmes. Donc c'est ça, je crois que c'est ça qui cause problème. Alexandre Benalla n'a pas l'autorité pour pouvoir intervenir sur un terrain donc de manifestation ou d'autres terrains. Et c'est pour cela donc que toute la France est aujourd'hui en émoi. Et ça me rappelle aussi un débat qui a eu lieu en France concernant certains Français qui allaient en Syrie pour combattre aux côtés parfois des rebelles. Oui. Parfois aux côtés donc, des autorités, parfois même aux côtés des Kurdes. Et en réalité, quand ils reviennent, tout ce beau monde-là, parfois on les arrête. Et surtout ceux qui combattent aux côtés des rebelles, même ceux qui combattent aux côtés des hommes dits, des camps dits, comment dire là, des bons pro-gouvernement, des bons, on les arrête quand même parce qu'ils ne sont pas investis de ce pouvoir, ils n'ont pas reçu cette mission d'aller combattre, d'aller intervenir sur des terrains donc, de guerre. Oui. Donc il y a des forces qui sont habilitées pour cela. Donc c'est la question qui se pose dans notre pays. Au moment où on a vu des gens civils sortir dans les rues pour faire des interventions aux côtés des forces de l'ordre, nous tous nous avons condamnés parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire ça sort de la mission qui est confiée aux forces de l'ordre. Ces civils, on ne les connaît pas. Donc si chaque Togolais devrait s'organiser pour se défendre ou pour se faire justice... Parce qu'il y a aussi une interrogation. Est-ce que ce sont réellement des civils qui avaient opéré à l'époque aux côtés des forces de sécurité ? Aucune enquête n'a pour l'instant établi le lien, on n'a rien dit. La seule chose qu'on a dit ou dont on a parlé, c'est des groupes d'autodéfense de quartier. Et ce qui s'est passé à l'époque, si on doit revenir encore là-dessus, c'est qu'il n'y a pas eu de condamnation réelle et unanime au sommet de l'État.
Oui, vous pouvez le dire, il n'y a pas eu Et de même dans la presse. condamnation. De toutes les façons, oui, la presse, une grande partie de la presse a condamné, même si la diversité est faisant, et toute la presse n'est pas obligée. Donc de voir Face à dans la violence, même s'il faut parler de direction. la diversité, c'est quand même grave. à l'époque. Oui, parfois c'est ça aussi. Et moi je dis que parfois c'est aussi le charme de la démocratie. Ça met à l'épreuve les vrais démocrates, leur patience et leur compréhension même du mot démocratie. Et la démocratie, c'est aussi la tolérance et l'acceptation des bêtises, entre guillemets, des autres aussi. Mais je crois que c'est un fait condamnable. Moi, j'estime que dans un pays qui se veut un état de droit, aucun civil, aucun groupe organisé n'a le pouvoir en tout cas de s'organiser, si vous me permettez, et de s'auto-défendre. Ça remet en question même la mission et la compétence et voilà donc des forces de l'ordre. Ça veut dire tout simplement que les forces de l'ordre ne font pas leur travail. Et dans ce cas, c'est peut-être il reviendra à l'État de confier donc c'est une part de son autorité à ces groupes avec des actes bien déterminés et une procédure bien déterminée et définie, ce que nous n'avions pas eu. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on se le dise. Et si on va s'organiser dans les quartiers et comme ça, on risque de vivre la situation que vit aujourd'hui la Centrafrique et le Mali avec les Gatia qui s'organisent. En réalité, la plupart du temps, ils deviennent aussi des sources de conflits, des sources donc d'affrontements, d'insécurité entre les populations. Ah oui, l'insécurité, parce que quand on laissera les jeunes s'organiser dans les quartiers pour défendre leur quartier, c'est sûr qu'on assistera du n'importe quoi finalement. Hein. Alors qu'on a confié notre sécurité à des gens. Oui, ce que nous avions confié à des gens pour assurer cette sécurité, ces gens-là ont failli. Pour quelles raisons, on saurait le dire. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est que au cours de certaines manifestations, les gens sortent, ils manifestent, ils battent les pavés. Maintenant, c'est sur le chemin de retour qu'il se trouve des individus qui viennent quand même intercepter les paisibles manifestants qui reviennent. Ces cas se sont produits au niveau d'Atikoumé et au niveau de 3K. Mais quand les responsables des partis qui ont organisé les manifestations essaient de contacter ceux-là qui ont en charge la sécurité, notamment le ministre de la Sécurité de la Protection civile, le général Yard, et celui de l'administration territoriale, ceux-ci tombent des nues. Ça veut dire qu'en dehors de certains pôles de décision, il y a d'autres parallèles. Et à quelle fin on ne le saurait. Donc, au sommet de l'État? Au sommet de l'État. Sinon, vous pensez que quelqu'un comme ça peut demander à des corps donc à de sortir? la sécurité officielle de la République, et puis il y a la sécurité officieuse. Tout à l'heure, cette sécurité officieuse, je crois que c'est elle qui a eu à gérer ces miliciens-là. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'à un moment aussi critique de notre histoire, de notre vie commune, on voit et les miliciens, ces groupes dits d'autodéfense, cohabiter, faire sur le même théâtre d'opération que les corps habillés, ceux qui sont censés, ceux qui ont la légitimité de le faire. Donc ça veut dire qu'il y a des pôles de décision, ceux-là qui incarnent ce qui est droit, ce qui est légal, et d'autres qui incarnent ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est répréhensible. Mais tout ça, là, c'est au sommet de l'État. Donc il faut aujourd'hui, c'est que ce fait, ça s'est passé. On a essayé de justifier l'injustifiable. Ça, c'est passé. Mais vivement que cela ne se reproduise plus. Parce que ça ouvre grandement la brèche à ce que nous ne pourrons plus maîtriser dans le temps. Alors, pour fermer ce dossier, bonjour Isidora Collor. Bonjour Eric, bonjour à chers confrères et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Pour ce grand léger retard. ça arrive. Kenanou Issifou. Non, je le disais tout à l'heure. Ce qui est condamnable au Togo l'est aussi en France comme dans tout autre pays. Les valeurs humaines sont sacrées. Il faut de tout temps, dans tous nos actes quotidiens, chercher donc à les préserver. Et en même temps, c'est pour dire aussi que les uns et les autres comprennent que ma sécurité est la sécurité de l'autre et vice-versa. Et que je ne poserai pas d'actes susceptibles, d'accord, de menacer la sécurité de l'autre
vice-versa, et que l'autorité puisse vraiment sévir. Nous le disons, à un moment donné ou à un autre, il faut que quelqu'un sonne la fin de la récréation. Bien sûr. Là, voilà les faits que nous connaissons aujourd'hui. Les mentalités évoluent, on va dire, les impulsions aussi évoluent selon qu'on est en période de crise ou en période de stabilité. On ne sait pas demain si ça devait se reproduire, ce que ça va donner. Et c'est ce que disait le confrère tout à l'heure. Je crois que nous devons faire un effort pour qu'ensemble, quel que soit notre bord, on puisse militer pour la quiétude, la sécurité de l'autre qui fait donc la mienne. Parfait. C'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si Isidore a un commentaire. Vous nous suivez en arrivant dans votre véhicule, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire par rapport à ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé au Togo l'année dernière avec les miliciens ou les groupes d'autodéfense comme le général Yack l'avait dit à l'époque. Les confrères ont tout dit. Très bien. On ne peut que condamner. Et ça sent une complicité au sommet de l'État. Parce que d'abord, le pick-up utilisé, c'est les pick-up utilisés, les armes utilisées, mais ce n'est pas toi ni moi qui devrions l'avoir. Ça sort de quelque part. Oui. Et je pense que c'est une pratique qu'il faut combattre et condamner, comme Macron vient de le faire. Et vivement que le président de la République aussi puisse, la République togolaise puisse prohiber ce genre de comportement. Et ce n'est pas l'année passée seulement. Vous vous souvenez que quand l'UFC, non, ce n'est pas l'UFC, l'autre là, CAP 2015 voulait faire une marche au niveau de Adéoui. Il y a des gens qui étaient sortis avec des machettes. Avec des machettes. Si. Tout là mais ceux-là, il n'y a aucune enquête qui a été diligentée. On a dit qu'on a ouvert une enquête, des instructions, mais qu'on n'a jamais fermé. Donc il y a une complicité au sommet de l'État et pour pouvoir intimider les gens. Et il faudrait que nous apprenions les bonnes manières. Les bonnes manières, c'est ce que vient de démontrer la France. Tout le monde s'est ému de ce qui s'est passé et ils l'ont condamné. Et Macron était obligé de lâcher son ami intime. Donc, je pense que chez nous aussi, il va falloir que nous apprenions les bonnes manières. Alors, on va rester encore sur la sécurité, parce qu'il y a un fait qui s'est produit. Mais avant, vous voulez placer juste un mot? Non, justement, non, je voudrais revenir sur le cas ghanéen. Oui, bien sûr, parce que je l'ai au programme, justement, parce que la dernière fois, il y a la police qui a agressé une jeune dame. Et la réaction de Nana Akufo-Addo a été quand même prompte sur le sujet. Quel est votre commentaire là-dessus? Non, c'est une réaction saignante parce que, vu le degré de violence que le policier a exercé sur cette dame, on dirait qu'il est en face d'une bête sauvage. On a vu la vidéo, elle est choquante. Oui. Et vous avez vu dans quel état ce policier l'a mis. Ce policier, c'est pas un policier frêle, c'est un policier bien baraqué qui est bon à faire le catch, qui s'est prise à une dame avec son enfant. Et ce qui est très choquant, c'est qu'il a même méprisé que la dame tenait un bébé, un nourrisson. Et puis au Ghana, il y a des heures où on ferme les banques. Elle était dans une institution, dans une banque. Mais si on la fait rentrer, c'est qu'elle était dans le temps. Donc, on ne permet plus aux gens de rentrer. Mais ceux qui y sont déjà sont censés être servis. Le policier est censé connaître ça. Donc, la dame connaissant ses droits est en train de revendiquer son droit le plus légitime. Et vous voyez ce policier, comment est-ce qu'il s'est déchaîné sur une pauvre dame qui ne fait que réclamer son droit. La sanction, elle est là. Il a été radié, d'après ce que nous avions appris, et qu'il va passer devant les tribunaux. Bien sûr. Vous voyez, puis le président... Alors, vous pensez qu'au Togo, ce fait se serait produit, qu'on n'aura aucune réaction? Non, on en a connu plein de cas comme ça. Le Sinandare, Sinanleng, au niveau des élèves qui sont censés aller sortir, réclamer leur professeur, ils ont été fauchés comme ça dans la fleur de l'âge. Jusqu'alors, où est-ce qu'on en est? Les polices, le gars qui est allé la dernière fois au niveau de choses là, pour l'essence relatée là. Le jeune, Louis Anoumou. Louis Anoumou, il n'était pas un contrebandier, mais il a été fauché. Où est-ce qu'on en est? Ça n'a pas suscité un certain émoi. Donc les cas sont légion. Donc faisons comme les autres et mieux on se porterait. L'impunité au Togo, c'est vraiment le tendon d'Achille de notre gouvernement.
Et ceux qui ont assassiné Taviu Amorin, vous en avez parlé dans votre journal. Oui, 26 ans déjà, mais personne ne les a inquiétés. Je voulais parler de Boukessi et de l'autre là, et Kerewa, qui ont signé leur crime. Mais le ministère, bien qu'on ait saisi les tribunaux, le ministère public ne s'est jamais saisi de ce dossier. Donc l'impunité s'est érigée en règle et en système de gouvernance au Togo. Bien. Je voudrais quand même passer à un autre sujet, mais qui n'est pas forcément loin de ce qu'on vient de dire. C'est par rapport à la sécurité des Togolais. Vendredi dernier, le ministre, le général Yak Damrana, a sorti un communiqué pour interdire toute manifestation du 23 juillet au 1er août. La justification, à peu près, c'est par rapport au grand mouvement que connaîtra le Togo ces dernières heures. Beaucoup plus les sommets qui arrivent. Vous savez qu'il y a un sommet CEDEAO-CAC qui se tient le 30 juillet prochain dans notre pays, c'est-à-dire lundi prochain. Le mardi, on attend avec impatience d'ailleurs la feuille de route de la CEDEAO, on va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'à vos yeux, Olivier, ça suffit pour interdire toute manifestation chez nous, au Togo? Oh, c'est le ministre qui a apprécié que ça suffisait donc pour interdire toute manifestation au Togo. Qu'est-ce qu'il faut dire? Je crois que c'est plutôt aux organisations donc, qui veulent bien manifester et qui se voient interdits ou opposés donc, à ce communiqué de réagir et de saisir les tribunaux. Je l'ai toujours dit ici, lorsqu'on dit donc, voilà, le droit, ou bien du moins que la Constitution est au-dessus voilà, des décrets ou des communiqués, etc., oui. et qu'on vous oppose donc un décret, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous saisissez les tribunaux et vous donnez donc la chance aux juges de se prononcer sur votre interpellation. Donc, j'estime que sur d'autres cieux ou bien dans d'autres pays africains, bien sûr, il y a de ces interdictions, parfois en temps de grandes rencontres internationales. Et on estime que, voilà, on ne veut pas gêner nos hôtes. Sous d'autres cieux, il y a des espaces réservés aux manifestations, c'est-à-dire on les confine donc dans un espace, mais aux États-Unis ça se fait, et très loin parfois des lieux des rencontres, mais on ne les interdit pas totalement. Donc on dit, voilà, et chaque pays a ses réalités. Certainement que le Togo a opté pour l'interdiction totale. Maintenant, en tant que citoyen, si je ne suis pas d'accord, je vais explorer d'autres voies pour me faire justice. Kenanou Issifou. Oui, mais peut-être pour aller dans le même sens. Ce que moi je recommande le plus souvent, c'est que j'ai l'habitude de dire qu'il y a le débat extérieur, le débat de rue, qui alourdit un peu, on va dire, le contexte. Comme il l'a dit, il y a des voies d'accord pour aller vers le recours pour ceux qui s'opposent en victime. Oui. Probablement, le respect des lois s'impose à tout le monde, tout comme ça s'impose donc au ministre qui se soumet à la Constitution. Elle s'impose aussi donc à ceux qui se voient interdits donc les manifestations de se soumettre à la Constitution et donc d'explorer les voies normales, les voies qui sont donc les plus indiquées dans ce sens-là pour demander le recours. Mais l'idéal pour nous, parce qu'il ne faut pas jouer à l'hypocrite, l'idéal pour nous, c'est qu'il ne faut pas quand même qu'on essaye de faire exception dans le mauvais sens. Comme il l'a dit, de la même façon où dans ce pays, les gens se sont entendus et qu'il y a eu des manifestations publiques pacifique, certifié, avec un bilan qui a été proposé à la fin sur une chaîne nationale, je crois qu'on peut encore rééditer, d'accord, une foule de la donne. Écoutez, moi je ne vais pas aller sur ces détails, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu une fois dans mon pays des marches où, ceux qui devaient marcher et l'autorité ont pu définir un itinéraire, ils se sont entendus, ça a été contrôlé. On est arrivé à bon port, il n'y a pas eu de problème. Donc on peut encore le faire et c'est à cela que moi je pourrais exhorter les uns et les autres. Voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Vous savez que le 28 juillet prochain, il y a le Front citoyen Togo Debout qui projette un meeting à Kassimé. Bon voilà, le maire, comme toujours, cette fois quand même, il faut le souligner, n'a pas interdit la manifestation, mais a souhaité qu'elle soit déplacée à Kondjenji. Vous savez que cette zone fait partie de la zone à boucler
pour les prochains jours à arriver. Quel est votre commentaire là-dessus, Isidore? C'est ridicule. C'est ridicule. Comment c'est ridicule? Non, on a connu des pays qui ont su encadrer des manifestations. Quand on parle des acteurs mondialistes, ce n'est pas pour rien. On leur permet de donner leur voix. C'est très important. Dans un pays où vous voulez obliger tout le monde à se taire, là, ce serait une paix de cimetière que nous allons vivre. Mais je crois que les manifestations sont devenues l'épouvantail même de nos gouvernants. Ils ont tellement peur des manifestations, comme si ça allait faire du mal. Ce n'est pas possible. Kenalou vient de le dire. On a eu à organiser beaucoup de manifestations où on fait les bilans. Tantôt on dit une foule de 10 personnes, comme si 10 personnes constituent une foule. Mais ça n'a fait que grandir le Togo. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une logique de museler tout le monde. Et ça rentre même en conflit avec la décision des facilitateurs. Et ça prouve à suffisance que nous sommes de mauvaise foi. Eux qui demandaient, qui souhaitaient que c'est le mot utilisé, qui souhaitaient que qu'on puisse ouvrir le champ de manifestation. Mais c'est un discours diplomatique. Allez comprendre, ne peut pas vous intimer lors de le faire. Quand on souhaite, ça veut dire qu'il faut le faire si vous êtes un bon élève. Si vous ne le faites pas, donc vous êtes un mauvais élève. Donc voilà. Et on a accepté. Et pire encore, le C14 la C14 plutôt, avait fait son programme bien avant. Et ça, elle a informé l'autorité qui n'a pas trouvé d'inconvénient. Et on se communiqué comme ça pour dire qu'on interdit toute manifestation parce qu'il y a des sommets. Quels sommets? Est-ce que ces sommets-là, qu'est-ce que ça rapporte aux Togolais? Avant tout, c'est la question que je me pose. Quelles sont les retombées? On peut poser aussi la question, ces marches et meetings, ça rapporte quoi au Togo? C'est une manifestation. C'est une manifestation, c'est un ras-le-bol que les gens manifestent. Ça peut les déstresser pour éviter le pire. Ceux qui organisent ne parlent pas de stresser quand même. Non, même c'est devenu ludique, quoi. Non, ce n'est pas c'est-à-dire que c'est catharsis, quoi. C'est-à-dire que vous avez ruminé des amertumes, il faut pouvoir l'exprimer pour que vous soyez vidé. Vous soyez vidé. Et c'est comme ça qu'un pays fonctionne. Mais à force de comprimer, le 5 octobre, vous avez vu comment ça s'est passé. Oui. Le 19, on dit qu'on ne veut plus de 19, mais si on continue dans cette logique, il y aura des 5 octobre, il y aura des 19 août. On va en parler tout à l'heure. Tchakala. Oui, ce qui est drôle dans ce pays, c'est que certains individus veulent mettre leurs humeurs au-dessus de nos lois, des lois qui gouvernent notre pays. Vous savez, la Constitution est là avant de faire toute chose. C'est comme un religieux, que ce soit le musulman, le Coran, ou que ce soit le chrétien, la Bible. Il faut souvent se référer à ça. Qu'est-ce que la Constitution du pays dit? On ne se réfère pas à la Constitution, et quelqu'un comme ça, pour se faire plaisir, d'abord à lui-même, et peut-être faire plaisir à celui-là qui l'a mis là-bas, prend un communiqué comme ça, qui méprise royalement la Constitution. On ne lui dit rien. Aux deux, c'est comme une défiance vis-à-vis des facilitateurs. Parce que quand les facilitateurs arrivent et ils décident de quelque chose, on se casse en deux, faisant croire à ces gens-là que non, nous nous soumettons à ce que vous avez proposé au nom d'une certaine décrispation de la situation. Mais ceux-ci tournent le dos et voilà qu'on prend des actes qui sont antinomiques à ce qui était de façon consensuelle arrêté. Ça, c'est ça. Parce que, curieux que cela paraisse, depuis quelques années, on a renforcé l'effectif et de la police et de la gendarmerie. Si cet effectif n'a pas été doublé, je pense, parce que vous voyez un peu partout, toutes les fois, on fait des recrutements, des concours de recrutement des agents de police et de gendarmes. Ça veut dire que nous avons un effectif quand même étoffé. Mais, curieusement, cet effectif ne profite pas à des situations comme ce que nous vivons dans le pays, dans l'encadrement. On préfère déverser ces policiers ou soit ces gendarmes devant les domiciles de certains. Mais quand le besoin, on les voit, c'est deux petites garnisons qu'on retrouve. Certaines fois, 4, 5, 6 personnes au domicile devant
c'est pas le président de la République, encore moins le Premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale. Un ministre ou un responsable, est-ce qu'il a besoin de plus de 4-5 d'agents de sécurité devant? On n'a qu'à dégraisser ces gens-là quand le besoin se fait sentir pour que ces gens-là viennent renforcer les effectifs qui sont déjà sur le terrain. On ne va pas leur apprendre cela. Mais quand on interdit des choses comme ça, ça choque. On peut encadrer les manifestations et elles vont commencer à tel point et aboutir à tel point sans que cela ne gêne. En même temps, pourquoi est-ce qu'on peut mettre quand même devant des domiciles des responsables de ce pays 4, 5, 6 gardes? Oui, on le fait. Et ces gens-là s'ennuient souvent quand vous passez. C'est un petit marché avec les jeux Ludo ou soit Wallet. C'est ça. Je n'ai rien inventé. Souvent, on voit ce qui se passe devant le domicile de ces gens, de ces responsables-là. Qu'est-ce qu'ils craignent? Nous, on n'a pas recruté les policiers pour servir la cause de ces. C'est pour servir des situations comme celle qui va se présenter sous peu, le 31 ou le 30 et le 31 pour des manifestations comme ça. Donc, quand on voit 5, 6, 7 agents devant le domicile de quelqu'un, on estime qu'on en a de trop et on ne peut pas aujourd'hui nous dire que non, c'est pour assurer une sécurité à nos autres qu'on a interdit les choses. Donc, ça veut dire qu'on peut dégraisser ce qui se trouve devant ces responsables-là pour des causes plus utiles. Alors pour moi, un petit élément par rapport aux impacts donc des manifestations et des marches, comme vous le disiez tout à l'heure, comme dans un sens ou dans un autre, c'est vrai que quand plus les gens s'expriment, d'accord, et sortent, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont emmagasiné, ça peut permettre effectivement, d'accord, au niveau psychologique, d'avoir des citoyens qui se disent, bon, de toute façon, j'ai pu m'exprimer, je me suis vidé, je peux attendre peut-être que les choses changent ou bien que ça n'arrive plus, ce qui m'est arrivé. Mais j'ai salué une démarche qui a eu lieu entre-temps, même si c'est vrai que ce n'est qu'un coup isolé, je peux l'appeler comme ça, où le président donc, de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Germain Memba, avait rencontré donc les gens de la coalition pour présenter la situation globale de l'économie togolaise. Suite effectivement à la période qu'on a connue, je crois que ça, c'est des démarches à saluer et à encourager. Il faut que les gens puissent discuter et que chacun fasse valoir en réalité ses craintes, ses peurs. C'est-à-dire qu'en le mettant en accord avec l'intérêt général. Quand on fait ce travail-là, je crois qu'on arrive à mettre en place des mécanismes, d'accord, qui, tout en respectant la Constitution, permet aux uns et aux autres de se sentir à l'aise dans ce qu'ils veulent faire, dans ce qu'ils souhaitent. Je crois que c'est un peu ça, ce travail-là, qui n'est pas fait souvent, où, quand le problème s'oppose, au lieu que les gens aillent discuter, essayer de trouver des portes de sortie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des fuites, chacun sort, on alourdit le débat, et finalement, on perd de vue l'essentiel, la chose à faire, pour trouver l'équilibre et pouvoir évoluer ensemble. Très bien. C'est ce que je voulais souligner. Monsieur, merci beaucoup. Isidore, on avait un débat qu'on menait. Vous voulez placer aussi un mot là-dessus avant de passer à un autre sujet? Non, c'est juste quand... Par rapport à l'interdiction des manifestations. L'interdiction des manifestations, on parlait de saisir les tribunaux. Je crois que c'est le tribunal administratif qu'il faut saisir. On en a peut-être à Lomé, mais pas dans les autres localités. Et si vous les saisissez, est-ce qu'il y a des juges qui peuvent vraiment dire le droit? C'est des questions diligence. Au moins, il faut les saisir. Avec diligence. Il faut les faire travailler, ces institutions-là. C'est ce que je voulais ajouter. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, on va parler de la crise politique togolaise avec ce sommet. Les regards des Togolais sont aujourd'hui rivés sur le 31 juillet, c'est-à-dire mardi prochain. Mais avant ce jour, il y a un autre sommet à Lomé, sommet à CEDEAO-CAC. Beaucoup d'interprétations, beaucoup d'analyses, beaucoup de commentaires dans l'opinion. Depuis lors aussi, la presse aussi va de son commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Isidore, Olivier, par rapport à ce sommet? Non, moi, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent dire, j'estime que c'est une très bonne initiative. Et une bonne initiative en ce sens que, si je me trompe, c'est une première en Afrique que deux organisations sous-régionales se mettent ensemble pour parler du développement du pays et du continent. En dehors des rencontres de l'UA, on n'a pas donc de ces genres de coopération et d'entraide entre les organisations. Et la CEAC peut venir en Afrique de l'Ouest apprendre, comme l'Afrique de l'Ouest peut aller aussi vers la CEAC apprendre. Et j'estime que c'est une initiative qui est salutaire. Et maintenant, le contenu donc des débats
ce qui me désole un peu, on ne sait pas vraiment aujourd'hui ce qui va se dire d'abord entre ces deux organisations. Quel est les sujets qui sont à l'ordre du jour? Est-ce que ce sont des sujets seulement économiques ou de sécurité ou de coopération? Est-ce qu'on va parler des peuples, des déplacements? C'est-à-dire, si je vais à Kinshasa aujourd'hui, est-ce que je ne vais pas subir des tracasseries, donc douanières et policières? Est-ce que si je suis un commerçant, je peux facilement commercer avec les pays de l'Afrique centrale? Ce sont des sujets qui sont très importants et dont il faut discuter. Et maintenant, au-delà de cela, en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, nous avons aussi des sujets à discuter. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, il termine son mandat donc à la tête de la conférence des chefs de l'État donc de l'Afrique de l'Ouest. Et quel est le bilan aussi? Il faut se poser cette question. On a parlé de sécurité, de paix et voilà donc d'intégration économique. On a parlé de la Guinée-Bissau où le chef de l'État est intervenu, etc. Est-ce que ce bilan nous sera dressé? Donc voilà, entre autres, ce que moi, en tant que citoyen de la CEDEAO, j'attends de cette rencontre. Et au-delà des supputations et des débats politiciens. Ah oui, des débats politiciens que beaucoup font, puisque le confrère Liberté ce matin parle des dictateurs d'Afrique centrale au secours de Faure Gnassingbé, parlant justement de ce sommet entre la CEDEAO et le CAC, la communauté sous-régionale de l'Afrique centrale. Tchakala Alero, vous pensez-vous que ce sommet n'a pas lieu d'être véritablement? Non, le sommet de la CEDEAO et de la CEAC, je crois que c'est le sommet de trop. Parce que quand vous voyez un peu le mode opératoire, la vie même de l'institution sous-régionale ouest-africaine, elle est la mieux organisée. Et quand même le Maroc pense même à rallier la CEDEAO, c'est pas fortuit. Ça veut dire que c'est l'institution qui semble la mieux crédible en matière de liberté de circulation et en matière de beaucoup de choses. Donc, il y a une très bonne longueur d'avance de la CEDEAO sur les autres institutions sous-régionales. Maintenant, le sommet avec la CEAC, c'est que ces pays de l'Afrique centrale qui sont fermés comme des huîtres, même entre eux. Ces pays entre eux, ça ne passe pas. Quoi? Les peuples ne se déplacent pas? Non, les peuples ne se déplacent pas. Pour un Camerounais qui doit quitter le Cameroun, ou bien pour un Gabonais qui doit quitter le Gabon pour rallier la Guinée équatoriale, ou bien vice-versa, ça ne passe pas. C'est pas aussi fluide que ça. On met des trucs à ne pas finir, des barrières, des tracasseries à n'en point finir. Donc, la liberté que nous vivons dans la sous-région, un Togolais peut quitter ici avec sa carte d'identité, aller au Burkina, prendre l'avion, aller même en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Ça, c'est le mérite reconnu à la CEDEAO. Donc, il appartenait à ces gens-là de venir s'inspirer des réalités de notre institution. Ce n'est pas à nous de convoquer cela. Si les gens-là de l'Afrique centrale estiment que non, entre leur institution sous-régionale et la nôtre, nous avons une bonne longueur d'avance, à eux d'exprimer ce vœu-là de venir vers nous. Ce n'est pas nous qui allons les appeler. Et maintenant, à partir du moment où c'est nous qui les appelons, qui va payer l'ardoise? Naturellement la CEDEAO. Non, pas forcément la CEDEAO. C'est un truc qui a été initié par le président de la République togolaise, président en exercice de la CEDEAO. Donc ça veut dire que le Togo va payer. Vous avez peur que ce soit le Togo qui paye l'ardoise? Non, c'est le Togo qui va payer l'ardoise. C'est pas que j'ai peur que ce soit le Togo qui va payer, mais c'est ça. Mais c'est seulement le sommet du 31 que le Togo n'aura pas. Peut-être le Togo va aussi quand même mettre un peu du sien, mais la CEDEAO aussi va amortir beaucoup là-dedans. Mais franchement, ce sommet, s'il y a des supputations autour, je crois que c'est tout à fait légitime parce qu'il y a trop de zones d'ombre. Il y a trop de choses qu'on fait qu'on ne voudrait pas que l'opinion sache que telle situation va concourir à telle autre. Voilà pourquoi nous faisons tel pas et tel pas. Donc c'est comme une secte, c'est comme un couvent où on ne veut pas que ceux qui ne sont pas initiés ne découvrent pas beaucoup de choses. Oui, Kénami Sifo. Non, le gros problème pour les Togolais aujourd'hui, c'est qu'on attend une décision de la CEDEAO à la fin du mois et qu'on amène un sommet comme ça qui, d'accord, opportunément, n'explique rien, ne fait pas le lien tout de suite avec la situation du Togolais. On peut réagir comme on réagit, c'est tout à fait légitime. Maintenant, les deux institutions, qu'est-ce qu'elles ont peut-être en partage?
qu'est-ce qu'elles peuvent partager. Ce sont les grosses interrogations que nous devons mettre sur la table et à analyser. Maintenant, l'opportunité, je l'ai dit tout à l'heure, pardon, ça peut être sujet, d'accord, de débat et d'interrogation. Vous savez, on a donc le débat éternel sur donc le franc CFA qui est là, qui peut être un élément. Si c'est ce qu'on met sur la table aujourd'hui, je peux dire que ces deux institutions ont tout à fait, c'est-à-dire que le droit est de se rencontrer et d'en discuter. Maintenant, comment ça doit se faire et qui en est l'instigateur et quelles sont en réalité les contributions des uns et des autres, c'est l'autre question que je peux poser. Maintenant, Alirou Tchakala a souligné quelque chose. La CEDEAO reste quand même au niveau de l'Afrique une organisation très, disons, un modèle, d'accord, dont on peut s'inspirer. On a évoqué le Maroc, mais là, attention aussi. C'est pas parce que c'est bon, les gens viennent qui nous apportent de bonnes choses. Quand c'est un marché organisé, ceux qui ont des prétentions, d'accord, on va dire au niveau du commerce mondial, savent que s'ils pénètrent ce marché, ils ont beaucoup plus de facilité à écouler leurs produits. Donc ça, c'est le risque aussi. Moi, je pense qu'il faut exercer un peu de protectionnisme et développer les économies locales au niveau de la sous-région ouest-africaine. Nous avons le Nigeria déjà qui fait un grand pont. Si on se réunit autour du Nigeria, on peut relever beaucoup de défis sans avoir besoin de ces autres organisations. Maintenant, sur le chemin de l'intégration, disons, continentale de l'Afrique, si les organisations, c'est une bonne chose que les organisations sous-régionales arrivent déjà à arrimer un certain nombre de diversités pour pouvoir effectivement rentrer dans le couloir qui va être dressé pour l'intégration continentale. Voilà moi ma position sur la question. D'accord, très bien. Écoutez, ça c'est votre position et nous la respectons. Isidore Akolor maintenant. Oui, avant de développer les choses, bon, tout de suite, Tchakala parlait de libre circulation des personnes. Qui est difficile. Et que nous pouvions voyager avec des titres de voyage comme la carte d'identité. C'est uniquement dans la zone UMOA, pas dans la CEDEAO. C'est ce que je voulais apporter comme information. Oui, c'est parce que quand vous allez à Accra, on vous exige le passeport. Non, il y a l'autre élément, qui est un aspect important. Et Alirou, je crois que c'est là où il était en train de nous amener. Et sur le bilan du président de la République à la tête de la CEDEAO, c'est un élément qu'on va évoquer tout à l'heure. Depuis des années, depuis la création de ces institutions, on a travaillé au niveau institutionnel. Maintenant, c'est-à-dire que les organisations des peuples, c'est ce que nous revendiquons. Sur ce plan-là, tout est néant, rien n'est fait. Même au niveau de la CEDEAO, si au niveau de l'UMOA, c'est vrai, c'est un peu facile, ça reste encore compliqué de se voir dire, à part un soldat nigérian, Hotise Kowas. Vous voyez, le président de la commission, Marcel de Souza, c'est-à-dire que le sortant, il y a eu un film, c'est ce que je dis. Enfin, l'ancien, il a fait tourner une vidéo, un film, un journaliste qui a suivi le convoi où on a vu toutes les difficultés qu'on a aux frontières, c'est-à-dire que de nos pays. C'est vrai, je dis, à un niveau institutionnel, au niveau économique, il y a eu des avancées, il y a eu des pas qui ont été faits qu'on peut mettre en avant, d'accord, au bilan depuis la création. Même les tests de la CEDEAO, depuis que toi et moi on a appris la CEDEAO au cours primaire, si tu veux, mais depuis quand tu as encore lu, c'est-à-dire qu'un document sur la CEDEAO pour chercher à savoir en réalité ce qui se passe en Mauritanie, est-ce que ça passe pour le Togolais? Voilà, c'est pas vulgarisé. Ce sont des institutions qui n'existent pas dans la conscience collective des peuples. C'est ce travail-là qui reste à faire. Parce qu'une fois que c'est intégré comme ça, le policier bénino-mauritanien ne trouvera pas de difficulté à imposer trop de barrières, d'accord, au Togolais qui veut franchir les frontières. Donc, j'avais la parole, mais je bien l'ai sûr. utilisée. Donc, tu m'excuses, tu la reprends. Pour réagir vis-à-vis du sommet de la CEAC, je pense que ce n'est pas une bonne occasion pour le Togo. Pourquoi? Parce que, bon, moi, je l'interprète comme si ces chefs d'État réfractaires à l'alternance dans leur pays sont venus à la rescousse de force vous réfléchissez comme liberté ce matin? Oui, c'est tout à l'heure, comme s'ils viendront influencer la décision de la CEDEAO. Je mets au défi que beaucoup de chefs d'État de la sous-région ouest-africaine ne viendront pas le 30, mais si vous allez compter, vous allez les retrouver le 31.
Et que... Quoi, ils vous ont dit ça? Je vous mets au défi et vous verrez. Parce que quand vous voyez le mode de fonctionnement même de ces présidents de la CEAC, et je me pose la question, est-ce que nous avons beaucoup de ressources que le Gabon, qui est le président, qui a la présidence de la CEAC, pourquoi le Gabon ne pourrait ne pas abriter ce sommet et que ce sommet soit abrité par Lomé? C'est la question, la grande interrogation. Alou vient de le dire. Qui paie l'ardoise? C'est celui qui habite qui paie l'ardoise. C'est celui qui habite qui paie l'ardoise. Est-ce qu'on a assez de moyens? Quelles seront les retombées de ce sommet de Mais la vous savez au CEAC moins que au ces Togo? chefs d'État, quand ils se déplacent, c'est de l'argent qui rentre dans notre économie. Quel argent? Oui, mais bien sûr. Mais allez à part le président, son aide de camp et peut-être 2 personnes qui le suivent, le reste, ce sont ces chefs d'État qui payent. Allez poser la question de la gestion qui a été faite au niveau de Radisson Blu lors du sommet de la sécurité maritime. Comment les gens se sont enrichis, comment les gens ont fait des surfacturations. Bon, ce que moi je veux dire, c'est que l'argent est resté chez nous au Togo. Quel argent est resté? Allez-y. Il n'y a pas eu de retombées de ça. Si ce sont les opérateurs économiques togolais, c'est-à-dire qui ont peut-être géré les marchés, ils savent soit que l'argent est resté sur le territoire. Mais c'est un marché qu'on s'est partagé entre autorités. C'est un marché qu'on s'est partagé. C'est ça la triste réalité. Est-ce que c'est étranger? Non, les gens ont créé leur société écran pour pouvoir gérer. Oui, ça veut dire que l'argent est toujours resté chez nous. L'argent n'est pas resté. Il y a beaucoup de dettes qu'il faut effacer jusqu'à présent. Et les dettes aussi vont encore venir avec ce sommet de la CEAC. Pour la CEDEAO, je comprends, parce que c'est de coutume que c'est le président sortant qui abrite le sommet pour passer le témoin à un autre. Donc, ça peut se comprendre. Mais organiser un sommet de la d'une communauté, d'une communauté à laquelle nous n'appartenons pas, à la veille d'une grande rencontre, reste pour moi très suspect. Tchakala, Alirou. Oui. Non, il y a un sérieux problème de communication. Hein. Je crois que nous l'avons toujours fredonné ici, mais on ne sent... Le patron de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, dans une interview, a récemment dit qu'ils sont totalement prêts. Et sur tous les plans. Oui, prêts par rapport à quoi? Donc, au plan communicationnel aussi. Non, c'est que le sommet était annoncé depuis des lustres. Logistique peut-être. Depuis des lustres, il faut communiquer. Quelle est la campagne qui est faite autour de la chose? C'est ce qui ouvre la voie, effectivement. Il ne faut pas attendre que les journaux fassent la une de leur titre avec le sommet, que ça ne va rien apporter, avant que le chef de la diplomatie togolaise ne sorte pour dire que non, on est prêt. Pour le sommet sur la sécurité maritime, effectivement, on a dit qu'on est prêt. On a demandé à certains qu'il y aura plus de 4000 participants. Les gens ont contracté des prêts pour mettre en l'état leur structure, les hôtels et tout ça là. Mais qu'est-ce que ça a donné? Certains n'ont même pas reçu un seul client dans leur hôtel se rapportant à ce sommet. Donc ça veut dire qu'il faut communiquer. Oh, vous savez, s'il y a le sommet France-Afrique, le sommet Europe-Afrique, que sais-je encore, Asie-Afrique, Chine-Afrique, il y a un truc qui se passe avec la Chine en Afrique du Sud actuellement. Oui, on le veut bien, mais c'est la communication. On n'a qu'à expliquer aux citoyens lambda pourquoi la CEAC et la CEDEAO se retrouvent à Lomé. Qu'est-ce que ça va rapporter à la sous-région ouest africaine? Qu'est-ce que nous attendons de ce sommet? Quels sont les pas quantitatifs et qualitatifs qui seront faits au lendemain de ce sommet? Donc c'est ce que nous attendons. On n'est pas en train de dire que non, il n'y aura rien parce qu'on le dit et parce qu'on est sceptique. Non, on n'a qu'à nous expliquer. Ceux-là qui sont au devant de la chose doivent communiquer. C'est pas parce que Liberté a dit ça qu'un chef de diplomatie va sortir pour dire qu'on est prêt sur tous les angles. Mais oui, ils sont prêts. Les gens ne vont pas venir dormir dans les arbres, ça c'est tout à fait normal. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous allons gagner? Notre espace sous-régional va... Un tour de table rapide, excusez-moi, je voudrais qu'on évolue. Il nous reste à peine 10 minutes. Je voudrais qu'on évolue très rapidement sur le bilan du chef de l'État Faure Gnassingbé à la tête de la CEDEAO. Vous savez que le 4 juin 2017, il a pris les commandes de la CEDEAO avant que la crise ne naisse quelques semaines plus tard, c'est-à-dire le 19 août.
Farouk Gnassingbé qui boucle donc son année à la tête de la CEDEAO, il parlait de la CEDEAO des peuples pour son mandat. Est-ce que vous pensez, Isidore, que ce contrat a été rempli par le chef d'État togolais? Nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que j'étais de ceux qui avaient applaudi quand il avait fait une descente à Plaou et de constater de visu les tracasseries, et il s'est engagé à faire de sorte que la libre circulation des biens et des personnes soit une réalité dans la sous-région, et ça s'est arrêté le jour-là. Plus aucune action n'a été menée jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des difficultés à la frontière pour passer? Mais allez à Plaou. Même ici, quand vous passez au niveau de... Ségbé? Non, même pas Ségbé, là. Et les Bitnaï, là? Les Bitnaï, autres, là. Vous payez même à Tikoum et autres, là. Oui. Mais vous donnez 100 francs avant d'aller, 100 francs avant de revenir. Et on ne sait où va cet argent. Des gens qui sont là-bas renflouent leur poche avec ça, c'est des raquetages. C'est des raquettes. Et ça, on ne peut pas comprendre qu'une même population, quand vous prenez la population, même à Plaou, il y a à Plaou Sagbado, il y a à Plaou de l'autre côté, c'est la même population. Mais pour franchir une frontière à une autre, il faut payer. C'est ça la libre circulation. Moi, je pensais que à la fin du mandat du président de la République, au moins entre le Togo et le Ghana, et la libre circulation des personnes devait être une réalité, mais tel n'est pas le cas. D'accord. Oui. Non, moi je ne pourrais pas évaluer ce bilan parce que je pense que j'avais exprimé ces inquiétudes même à mon niveau personnel, à se demander si ce n'était pas illusoire de penser que pendant un an, on peut atteindre ce but. Je l'ai dit tout à l'heure, au niveau institutionnel, la CEDEAO existe, vit, est dynamique. Mais la vulgarisation même de la chose dans l'esprit des peuples, qu'est-ce qu'il en est? Si les peuples n'intègrent pas les réalités de la CEDEAO dans leur esprit, ils ne peuvent pas suivre les mécanismes et les tests qui sont élaborés, votés, d'où la question de la mise en application qui reste un défi à relever. Donc c'est ça. Maintenant, il y a la descente du chef de l'État n'était pas c'est un pas. Non, c'est un pas. Mais non, c'est un pas. Et puis n'oubliez pas. Une opération de communication à l'époque. Non, je ne dirais pas la chose de cette façon-là. C'est une tentative parce que je l'ai dit tout à l'heure. Marcel de Souza avait fait un travail et a démontré, au chef de l'État qu'en réalité tout ce que vous dites sur le terrain, il y a un problème d'applicabilité. Alors, le chef de l'État, c'est normal, en tant que président en exercice, va constater sur la frontière immédiate ce qui se passe. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'en un an, je trouve que c'est trop court. Maintenant, qu'est-ce que les prédécesseurs... Il savait qu'il n'a qu'une année à passer c'est pour ça que je dis, pour moi, c'était illusoire de croire qu'en un an, on aurait pu arriver à la CEDEAO des peuples. Je ne dis pas qu'il a menti, je dis c'est un pas, un jalon qui est posé. N'oubliez pas qu'avant lui, il y a eu quelqu'un. Quel est le travail que la personne avait fait dans ce sens? Après lui, quel est le travail qui va être fait dans ce sens? Il a donc donné une impulsion à la CEDEAO des peuples. Je dis un an, c'était insuffisant à mon avis. Maintenant, quelles sont les cartes, les éléments dont il disposait pour dire qu'en un an, il y parviendrait? C'est qu'il y a d'autres réalités qui sont là. Tu l'as dit tout à l'heure, en répondant à Isidore, que c'est un problème d'éthique que de parler du raquetage. Il y a ce que la morale dit, il y a le comportement humain. Donc ce que je dis, si au niveau de l'intégration même, dans l'esprit, dans la conscience collective des gens, que nous voulons faire vraiment, c'est-à-dire un espace commun, l'individu, avec le background qu'il a reçu, les compétences qu'il a, ne peut pas, c'est-à-dire que bafouer l'éthique, aller réclamer de l'argent aux gens qui passent une frontière. C'est-à-dire que ça veut dire que ça, à ce niveau, le travail à faire, c'est beaucoup plus à l'endroit des forces de défense. C'est ce que je dis. La police, c'est ce que qui sont là-bas. Il y a un travail véritable à faire depuis l'école, quand on nous a appris, c'est-à-dire que la CEDEAO. Après, quel est le suivi qui est fait à l'université? Est-ce qu'on te parle encore de la CEDEAO? Est-ce que dans d'autres espaces, c'est-à-dire que dans d'autres créneaux où on peut te parler de l'intégration sous-régionale, tu le vis, tu la vis pas. C'est ce que je dis. D'accord, très bien. Tchakala Aliro.
Oui, la CEDEAO. Le bilan de Faure Gnassingbé. Le bilan du président togolais à la tête de la CEDEAO, c'est un bilan mitigé. Quand on prend certains points quand même chauds de notre espace commun, notamment au Libéria où le deuxième tour n'était pas aussi sûr que ça, les lignes ont pu bouger. Voilà. Le président Johnson Sirleaf, la présidente, a pu passer la main à George Weah à l'issue des élections crédibles et transparentes. Vous allez un peu plus loin au niveau de la Guinée-Bissau aussi. Il y a eu un semblant de sérénité qui est revenu avec un nouveau Premier ministre. Maintenant, s'agissant de cette libre circulation des personnes et des biens, le président togolais savait que c'était un bluff. Il faut le reconnaître. Ce n'était pas sincère ce qu'on a dit. Ça sortit même vers la frontière. Mais en même temps, moi j'ai du mal à croire. Comment il savait que c'était du bluff? C'était du bluff. Il y a d'autres choses. Il le savait avant de le dire? Oui, il le savait et il a mis le pas sur un terrain qui ne devrait pas prospérer. Vous comprenez, non? Nous sommes en proie au terrorisme. Nous sommes en proie au grand banditisme. Et vous pensez que parce que le chef de l'État togolais, président en exercice de la CEDEAO, a décrété que non, la liberté des choses, et que les autres, au regard de certaines situations, telles le terrorisme, vont ouvrir grandement parce que c'est le président fort qui l'a décrété, il savait. Non, mais même en même temps, quand on parle de la CEDEAO des peuples, il n'a pas dit qu'on va plus contrôler des gens à la frontière. Oui, mais c'est en contrôlant, c'est ces dispositifs que les gens ont mis pour contrôler qui font que les gens disent qu'il n'y a pas cette fluidité, que les gens, c'est pas aussi fluide qu'on l'espérait depuis que cette institution-là a été portée sur les fonds baptismaux. Il le sait très bien. Quand il est allé à Flao, c'est pour donner quel exemple? C'est pour que les tracasseries s'estompent, c'est pour que les gens puissent circuler librement. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident au regard de certains trucs qu'on ne maîtrise pas. Certaines situations qu'on ne maîtrise pas. Le terrorisme, on est là, on dit on veut lutter pour la paix. La paix aussi passe par la sécurisation de nos frontières. Vous comprenez? Donc je crois que c'était un coup de pub qu'il a fait, mais qui n'est pas allé loin. Aujourd'hui, ça le rattrape. Oui. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Je voudrais, puisqu'on n'a que 5 minutes, je voudrais qu'on aille très rapidement. Et évoquer justement la politique avec la CEDEAO, on le disait, on est dans l'attente quand même de l'accouchement, le 31 juillet prochain. Nous sommes à une semaine presque. Que peut-on attendre de cette institution, Isidore? Non. La CEDEAO, elle ce n'est pas la première fois qu'elle intervient quand même dans la crise togolaise. Rappelez-vous, en 2005, le rôle qu'elle a joué. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la CEDEAO, l'histoire de son implication de 2005? Oui, moi j'attends beaucoup de choses de la CEDEAO. Allez-y. Pour qu'elle puisse être regardante vis-à-vis du peuple togolais. Et vous parlez tout de suite de 2005. Ce que la CEDEAO, le rôle trouble que la CEDEAO a joué dans le mode d'évolution du pouvoir du père au fils au Togo. Et il faudrait que... c'est ça qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et la CEDEAO a ce devoir moral de pouvoir remettre les choses à l'endroit. Et ce n'est pas, comment dirais-je, une supplication qu'on leur fait, c'est de réparer le tort qu'ils ont eu à causer au peuple togolais. Et ils peuvent s'appuyer sur beaucoup de tests de disposition. Réparer le tort suppose quoi, à votre avis? Mais en 2005, ce qui s'est passé, et ils ont cautionné... Qu'on chasse le président togolais? Non. Lui dire que c'est bon, c'est fini? Non, parce que le rôle de Mamadou Tandja, président en exercice à l'époque, est accompagné d'un certain Olusegun Obasanjo, mais ça reste vivace dans nos mémoires, comme si c'était hier. C'est en cela que la CEDEAO est redevable vis-à-vis du peuple togolais. Je parle bien de... Et que ce ne soit pas un syndicat des chefs d'État. Et ça, le professeur Alpha Condé l'a dit. Oui, il l'a dit, même on attend des actes. Et ce que moi j'attends beaucoup de la CEDEAO, c'est qu'ils viennent dire la manière dont ils sont en train de faire dans leur pays. Et que ne viennent pas cautionner ce qui ne peut pas accepter. Donc vous avez peur que l'histoire de 2005 se répète avec cette CEDEAO de 2018? Le chat échaudé a peur de l'eau froide. C'est ce qu'on dit souvent. Oui, donc, et moi je pense que la CEDEAO doit se racheter en ayant le courage
de faire bouger, non seulement bouger les lignes, mais de faire avancer les choses. De faire avancer les choses de sorte que le protocole additionnel qui se sont donnés puisse être respecté et que le Togo ne reste pas un cas atypique dans la sous-région à faire connaître l'alternance. Alors, le vrai problème pour les Togolais aujourd'hui, c'est quoi? Disons-nous la vérité. Nous nous caressons très bien. Faure Gnassingbé va-t-il se représenter en 2020? C'est la grosse interrogation. Et quand j'écoute les uns et les autres, c'est que aujourd'hui, Éric Gator fait bien de poser la question s'il faut venir chercher le président. C'est pas normal, ça ne pourra pas arriver. Mais, premier élément, il y a un problème d'éthique politique, d'accord, de conformité, qui doit être un élément de compromis, de pacte entre nos politiciens. Et c'est parce que les gens ont été incapables, d'accord, d'arriver à ce consensus-là, de se dire, ok, le débat juridique, mettons-le de côté, allons-y vers les compromis pour voir si oui ou non. Le président va dire, je m'en vais. Le compromis était difficile à trouver aussi depuis lors. Mais c'est ça le problème. Et donc, on peut s'attendre à tout par rapport à ce que la CEDEAO vient faire. La crainte, elle est là. Est-ce que des présidents viendront dire à un autre, va-t'en? Ne nous l'aurons pas. Dans l'histoire, on n'a jamais encore vu ça. Voilà, mais ne nous l'aurons pas. Donc, c'est-à-dire que, et puis, non plus, ils ne viendront pas, c'est-à-dire que nous imposer une solution qui ne réponde pas à l'aspiration du peuple togolais. Je crois que la poire va peut-être être coupée en deux, que cela convienne ou pas, mais le souhait, c'est que ça puisse réellement permettre, si on ne sort pas de crise, au moins de dresser un couloir qui permet d'aller vers les compromis pour que de lendemain soit sûr pour le Togo. C'est moi mon souhait et je crois que si la décision qui arrive va dans ce sens, je serai le plus heureux des Togolais. Mais si après cette décision, derrière, il faut encore que des crises naissent, donc la CEDEAO n'aura rien fait pour aider le Togo. Alors, il y a le Front Citoyen Togo Debout qui a organisé une rencontre, une conférence débat vendredi dernier où on posait clairement la question, quelle feuille de route pour le Togo par rapport donc à la CEDEAO? Est-ce que l'histoire de l'implication de la CEDEAO, vous la craignez aussi? L'histoire de 2005, vous la craignez aussi, Tchakala Lero? Non, absolument, il faut la craindre, mais seulement que les époques ont un tout petit peu changé. Vous savez, ce qui est tout drôle et qui m'amuse, c'est que le Togo fait partie des membres fondateurs de la CEDEAO et c'est le Togo qui cause les pires insomnies à cette institution. Bah, pourquoi c'est le Togo? Mais c'est ça, tout le temps, c'est le Togo, depuis 2005. Avant, non, la CEDEAO a réglé le cas Bissau-Guinéen récemment, Sierra Leone également. Mais pourquoi pas le cas togolais? Le cas togolais ne date pas d'hier. On a eu à sanctionner les gens. Aujourd'hui, on connaît ceux-là qui font que les lignes ne bougent pas chez nous. Est-ce qu'après que Fort va passer la main, d'autres vont aussi sanctionner ceux-là qui sont en train de faire que le temps reste figé chez nous ici? On veut le savoir. Maintenant, ce qui est aussi curieux, c'est que le bourbier togolais, il est réel. Au-delà même de nos communautés, du peuple togolais qui attend beaucoup de cette institution, il y a les autres pays aussi qui attendent de cette CEDEAO. Est-ce que les décisions qui seront prises ce 31 ne vont pas entamer une partie même de l'existence de cette confiance-là qu'on place en cette institution? Est-ce qu'il n'y aura pas cette politique de deux poids, deux mesures ailleurs quand on arrive à taper sur des gens pour qu'ils se disciplinent? Est-ce que chez nous, on va accepter aussi de taper sur des gens? Vous savez, le problème togolais, il est sous-régional. Il est sous-régional. L'implication, ce n'est pas seulement les Togolais qui attendent beaucoup de ça. Vous voyez, une fois que les vannes de l'incertitude seront ouvertes, si on ne prend pas garde, d'autres aussi se donneraient des libertés. Mais le Togo a fait ci. Qu'est-ce qu'on en a fait? Nous aussi, nous pouvons le faire. Et cette même CEDEAO aussi ne pourra pas venir nous donner des injonctions à reçu. Donc, le cas togolais est très délicat. C'est un sable mouvant. Est-ce que la CEDEAO sortira grandi de ce qui nous divise ici? Point d'interrogation. On croise les bras. Et on attend. Et on attend mardi prochain pour savoir ce que la CEDEAO propose pour une sortie le verdict final. De crise. Oui, c'est comme on va à l'examen, on attend impatient les résultats. Avant de nous séparer en 1 minute 30, on va se partager 30 secondes par rapport donc à ce à quoi ressemble aujourd'hui la maison de la presse. J'ai lu un article dans l'alternative de mardi, hier, où les confrères évoquaient l'état malheureux de la maison de la presse du Togo, la comparer un petit peu à la maison de la presse du Sénégal ou de Mali. Qu'est-ce que cela vous évoque en vous, Isidore?
Notre maison, à nous tous. Ça ressemble à une porcherie. Ah oui, sérieux. Oui. Les pauvres émancipés ne vivraient pas là-bas. C'est triste. Alors que nous étions les tout premiers à créer cette maison du journalisme dans la sous-région, et le Sénégal s'en est inspiré aujourd'hui. Ils ont un édifice. Allez en Côte d'Ivoire, vous verrez ce que c'est que la maison de la presse. Ici, nous n'avons même pas les locaux où nous réunir, nous échanger, et même pas de Wi-Fi. La connexion Internet. Il n'y a rien qui puisse permettre à un journaliste d'aller faire des recherches à la maison de la presse. Et tout cela, je pense que ça dépend de l'aide de l'État à la presse et de nos autorités qui ne veulent pas que la presse togolaise puisse s'émanciper. Parfait. Merci beaucoup. Alors moi je dirais en un mot, nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes. C'est le symbole même de la déliquescence de la presse togolaise et il ne faut pas aller chercher les mots ailleurs. Est-ce qu'entre nous vraiment on est intégrés, on s'entend, on vit notre métier de la même façon? C'est ça la question qu'il faut se poser. Vous aviez un débat hier que j'ai suivi avec intérêt, de la jeunesse aujourd'hui qui doit aller aux affaires. Nous ne sommes pas crédibles. Nous ne donnons pas, nous ne nous facilitons pas, c'est-à-dire que la vie, nous ne permettons pas que l'on puisse croire en nous. Et ça, c'est un travail à faire et nous sommes tous impliqués, nous sommes tous concernés. Donc je dis en deux mots, nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes. Oui, j'ai toujours côtoyé un doyen de la corporation qui a même fait beaucoup, c'est le doyen Guy Mario. Quand il me cause des débuts de la maison de la presse, j'ai des larmes. Parce que l'envie était. C'est ça. L'envie était, il y avait de belles choses. Aujourd'hui, vous avez réussi à tout détruire. Non, tout a été démoli. Tous les fondamentaux étaient détruits. Quand Guy Mario vous cause de ce que fut la maison de la presse et certaines mêmes associations liées à cette presse, vous allez regretter l'époque actuelle. Et tenez-vous bien, il saurait en être autrement quand on s'intéresse aux autres, on s'oublie. Tout le temps, on va parler du commissariat, les locaux du commissariat, on va parler des policiers, on va parler de tant, et voilà. On oublie nous-mêmes, on s'oublie. Mais la faute à qui? À nous-mêmes. On n'a pas à s'en prendre à monsieur X ou Y. Donc c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas les moyens aussi, hein. Le financement de l'État. Mais si on s'entendait sur le juste minimum... Même si on injectait des milliards, on se retrouverait dans cette situation. Oui, mais à l'époque où... Il y a des éléments basiques qui n'existent pas. Vous voulez dresser l'immeuble sur quoi? Cette confiance-là dont nous devions être porteurs, mais c'est ça. Il n'y en a pas. On se fait la guerre, tel dit qu'il faut cuire, tel autre dit qu'il faut frire, d'autres qui disent qu'il faut braiser. Vous pensez que les gens peuvent nous faire confiance comme ça et mettre de l'argent pour qu'on sorte de notre état de déconfiture avancée? Non, pas du tout. Très bien, écoutez, moi je relancerai ce débat-là vendredi. Nous n'allons pas très loin, aussi la qui est ici. On relancera ce débat-là. C'est tout dernièrement qu'on est en train de créer des structures. Messieurs, merci beaucoup Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express de la volonté. Merci beaucoup Isidore. Merci Kenan Ouissifou. Merci à Tchakala Alero. Merci également au grand citoyen d'État Olivier Adia qui a été donc appelé pour d'autres services, d'autres besoins, on va dire. Merci beaucoup à lui. Merci à Jack Prosper également. Appelez-moi Saint-Rigator. À demain. Taxi FM.